Bonsoir. Je crois que c'est le moment le plus stressant pour moi, là. C'est stressant parce qu'en fait, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on va commencer un TED Talk. Alors du coup, première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir d'autres vidéos de TEDx. Et on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, mon sujet a déjà été traité plusieurs fois par des personnes bien plus compétentes que moi. Et donc du coup, juste derrière, on se pose la question de qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter de plus que ces visionnaires, professionnels, professeurs, qui ont tous des choses super intéressantes et intelligentes à dire. J'avoue que je me suis posé exactement la même question hier soir dans la répétition générale. Ces questions, en fait, sont l'incarnation parfaite de ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur. Ne pas se sentir assez bon pour faire ou mériter quelque chose. En résumé, tout le monde est plus intelligent, plus beau, plus fort que soi. Et parfois, il y a une autre incarnation. En fait, vous pouvez imaginer une sorte de présence et une voix qui va vous dire genre « imposteur ». Qu'est-ce que tu vas dire encore? Et là, après, on commence un peu à stresser, main moite, on parle plus rapidement, on commence à bouger sur la scène, on a envie de partir. Enfin bon, c'est ce que je suis en train de traverser actuellement. En fait, non, j'ai toujours vécu avec ce syndrome parce que j'ai toujours eu de gros problèmes de confiance en moi. Que ce soit à travers mon adolescence ou mes études, j'ai toujours eu cette voix qui m'empêchait de m'exprimer et parfois me censurait. Mais c'est quand j'étais refusé en doctorat que je me suis posé la question de, en fait, pourquoi est-ce que je me sentais aussi bête, or qu'en théorie, je ne devrais pas l'être. Finalement, qu'est-ce que c'est de se sentir imposteur? En fait, c'est estimer, en partie, que nos connaissances ou compétences sont inférieures par rapport à celles des autres. Alors, à l'époque, je sortais d'un Master 2 en biologie intégrative et physiologie, avec une spécialité en neurosciences cognitives et comportementales. 13 ans sur les bancs d'école, donc niveau connaissances, en théorie, je devrais gérer. Alors, je me suis lancé dans l'exercice qui fait probablement l'exercice le plus débile de toute ma vie. Essayer de faire un état des lieux de mes connaissances. Alors, je n'ai jamais réussi à remplir une feuille d'un carnet A5, et pour quelqu'un qui essayait de faire ça pour prendre confiance en soi, je vous avoue que ce fut un échec total, et je le conseille à personne. Vraiment. Mais derrière, cette réflexion m'a amené à une autre type de question qui était « Mais qu'est-ce que c'est que savoir quelque chose, André? Biologiquement parlant, concrètement, une connaissance, ça ressemble à quoi ?» Alors, j'ai fait quelques recherches et je suis arrivé très vite à une première hypothèse. Il n'y aurait pas de connaissances stockées dans notre tête. En tout cas, pas sous la forme dont on pense. On imagine toujours notre cerveau comme une sorte d'ordinateur dans lequel il y aurait un disque dur et sur lequel on stocke de l'information. Voyez plus votre cerveau comme une gigantesque et complexe et super bordélique réseau électrique. Et chacun des câbles qui se croisent, ces milliards de câbles, en fait, créent des mini-réseaux. Et sur ces mini-réseaux sont stockés des concepts, des mots, des lettres. Vous pouvez imaginer, à chaque fois que vous vous souvenez de quelqu'un, d'un objet ou quoi que ce soit, en fait, vous pouvez imaginer ces réseaux qui s'allument dans vos têtes. Mais ces réseaux ne sont pas fixes. Ils se créent, ils se connectent, ils se déconnectent et ils se transforment au gré du temps. Vous apprenez quelque chose, un réseau est créé. Le réseau est démantelé, pouf, la mémoire qui est attachée disparaît. Et la seule condition pour opérer cette magie qu'on appelle la plasticité cérébrale est tout simplement de faire entrer et circuler de l'électricité dans le système. Et ça, c'est le rôle des sens. Vos yeux, vos nez, votre langue, votre peau, tous possèdent des microcellules dont la fonction première est tout simplement de transformer des informations de l'environnement en signaux électriques et faire émerger des mots, des sons, des souvenirs. Chacune de vos pensées est en fait le résultat de vagues électriques qui traversent votre cerveau de bord en bord. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Peut-être qu'on pourrait rajouter avant « je sens, donc je pense, donc je suis ». Une information ne peut vraiment exister dans la tête que si elle est chargée de sens. La seconde condition
pour que cette information soit fixée et surtout renforcée à travers le temps, est tout simplement qu'elle soit traduite en action. Alors, c'est un peu comme si l'action était le dernier nœud nécessaire pour maintenir des fils ensemble. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, le cerveau ne fait attention qu'à l'apprendre par le faire. Du coup, on peut continuer notre travail sur Descartes. Je sens, donc je pense, donc je suis, donc je fais. L'environnement conditionne ma façon de penser, qui conditionne mon être et conditionne mes actes et par extension, mon comportement. C'est sûr que ça allait m'arriver, ce type de truc. Quand on a beaucoup de connaissances, on apprend par cœur. Je n'ai jamais été très très bon pour ça. Une information, voire une connaissance, ne peut donc être maintenue en mémoire qu'à partir du moment où elle a été forgée à travers une expérience. Prenons un exemple. Le week-end dernier, j'étais en train d'apprendre à faire du vélo à ma fille. J'ai beau lui expliquer tous les concepts du monde. Prends ton vélo, deux mains sur le guidon, ok, pose ton pied, maintenant, le pied sur la pédale, attention, regarde devant, pousse devant, équilibre, équilibre, équilibre. Elle n'a réussi à faire des progrès qu'à partir du moment où je l'ai laissé faire. Laisser tomber, laisser se relever, pleurer. Et c'est au moment où elle a fait 30 mètres toute seule, elle a freiné toute seule, elle s'est retournée à me regarder. Et là, j'ai su, moi j'étais complètement essoufflé, mais là j'ai su que dans cet échange de regards, que cette mémoire allait être scellée à jamais dans son esprit. Et vous savez ce qu'on dit sur apprendre à vélo, on n'oublie jamais. Apprendre par expérience permet tout simplement de connecter les choses entre elles. Elle permet de créer un lien de cause à effet, une logique. Et ça pourrait être d'ailleurs la définition de comprendre. Je comprends quelque chose, ou je pense comprendre quelque chose, parce que cela est logique pour moi. Cela a du sens pour moi. Dans les médias, on parle beaucoup d'apprendre à apprendre, mais peut-être que finalement, la clé, ça serait d'apprendre à comprendre. Mais alors, du coup, dans cette histoire, les connaissances, qu'est-ce que ça serait ? Une connaissance, en fait, ça serait une hypothèse nécessaire pour généraliser des expériences. Une connaissance, c'est en fait une probabilité qu'il va se passer quelque chose si je fais quelque chose. En d'autres termes, c'est un truc du genre, peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. Et la seule façon de le savoir, c'est d'expérimenter. Et si le résultat de mon expérience confirme, alors la probabilité que cette connaissance soit juste augmente. C'est le rapport qu'on voit dans les sciences expérimentales et les sciences théoriques. Des expériences permettent de générer une théorie. Cette théorie permet de guider de nouvelles expériences. Et ces expériences permettent d'ajuster, confirmer ou réfuter une théorie. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que tout ce que je viens juste de vous dire est probablement faux. À ce stade, ce ne sont que des hypothèses pour vous qui devront être confrontées à vos expériences passées et futures pour savoir si vous validez ou pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Avec tout ça, j'avais enfin réussi à trouver une solution pour apprendre de nouvelles choses sans avoir à lire un livre. J'allais apprendre par expérience. Alors j'ai continué à explorer la danse, le cinéma, la photo, le design, en partie l'architecture, l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Chaque nouvelle expérience me servait de base pour construire une nouvelle. Et plus j'expérimentais, plus les concepts prenaient du sens pour moi. Et surtout, j'arrivais à les faire connecter et à les mettre en relation. Et cette mise en relation me permettait de faire générer des idées, mes propres connaissances, et surtout de les assumer. Ce monde d'expérience me permit de reprendre confiance en moi, enfin. À 35 ans, c'est pas mal. Mais au moment où j'ai réussi à prendre confiance pour partager mes idées, en fait, j'ai eu une super douche froide. Ah oui, tu as étudié les neurosciences, donc du coup, tu dois bien connaître les théories de la physique cognitive aléatoire du professeur Dubrovnik. Non, mais par contre, quand j'étais serveur, j'ai observé... Ah, mais oui, tu as été serveur. Alors, il y a un podcast génial sur les serveurs, le philosophe Ponty, qui parle du rôle des serveurs dans la sociologie organisée. Franchement, tu devrais l'écouter, quoi. Imposteur. Tu croyais que j'étais parti quelque part ou quoi? Non, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, le premier. Pourquoi est-ce que dès qu'on entend quelque chose qui nous semble intelligent,
on s'empresse à le transférer à quelqu'un d'autre comme si on s'appropriait un peu de cette intelligence. Si je cite Kant, est-ce que ça veut dire que j'ai le même niveau de connaissance de Kant? Est-ce que ça veut dire que je suis aussi intelligent que Kant? D'abord, est-ce que Kant était intelligent? Personne ne le sait. Est-ce que je cite Kant pour t'aider à comprendre quelque chose ou est-ce que je cite Kant juste pour me la péter? Et puis d'ailleurs, je n'ai pas donné l'avis de Kant, je demandé ton avis à toi. Si je voulais chercher ce que pensait Kant, j'irais voir sur son compte Instagram. C'est mon impression, et vraiment mon impression, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est basée sur la valorisation des connaissances des autres plutôt que la valorisation de nos propres expériences. C'est un peu comme si la société nous poussait à ne pas prendre confiance en soi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire, ni écouter des podcasts, ni les partager. Au contraire, le partage de la connaissance reste quand même la clé de l'accélération des sociétés. Tout ce que je dis, c'est que les connaissances doivent servir pour guider les curiosités, animer les conversations et stimuler les choses, non pas comme une arme de soumission ou de valorisation sociale. Je pense que j'ai commencé cette aventure pour me faire croire que j'étais quelqu'un de spécial. Que moi aussi, je pouvais être un intello malgré ma faible culture générale. Mais plus j'avance, plus je crois que je suis banal. Et par banal, j'entends tout simplement pas plus intelligent ou plus bête que les autres. On peut tous faire émerger nos propres connaissances, nos propres idées de nos expériences. La seule question, c'est de pouvoir les assumer en son propre nom pour les partager et les cultiver. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, non pas en tant qu'imposteur ou penseur, mais pour une fois, juste en tant que Guillaume de Chambenois. Merci.